On perdait 2-0 à 15 minutes de la fin. Aimé, il me regarde, il me dit, alors Philippe? Je lui dis, écoute, je crois que c'est mort. J'ai dit simplement, fais rentrer le Bordelais. Je lui dis, au moins, il aura une sélection. Tu vois, il me dit, t'as raison. L'autre, il marque 2 buts extraordinaires. Et à la fin du match, on fait 2-2. Et Aimé il me dit, ça y est, j'ai mes 2 numéros 10. J'ai Zidane et j'ai Djorkaeff. Et il m'a dit, tu vas voir, ça va être autre chose maintenant dans notre... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes, notre deuxième volet aujourd'hui avec Philippe Bergerot. On va parler de sa carrière d'entraîneur, de formateur, des anecdotes exceptionnelles sur France 98, sur Zidane. On va aussi parler de sa carrière d'entraîneur au PSG et énormément d'anecdotes. C'est parti. Comment tu as vécu les premières semaines où tu joues plus, où c'est fini ta carrière? Comment ça s'est passé, cette petite mort au départ? Il y avait Jacques Santini qui me proposait de devenir son adjoint. Voilà. D'accord. Mais par contre, il me demandait de préparer Robin Huc, mais d'être là pour l'aider, quoi. Mais il fallait que je me fasse opérer de ma côte là. Bon, c'était une opération assez embêtante, quoi. Donc j'avais dit non. Et c'est là que j'ai reçu un téléphone d'Henri Michel me demandant de venir à l'équipe de France, hein. Mais donc la Fédé me proposait un contrat d'entraîneur national. Mais il fallait que j'habite Paris. Et moi, habiter Paris, ça me disait rien, quoi. J'avais envie de retourner dans mon coin, dans mon Pays Basque, quoi. La seule solution que j'avais, c'était de prendre un poste de conseiller technique régional ou départemental. Mais il fallait que je passe le professorat de sport. Donc j'ai fait 2 années à l'INSEP, quoi. Je suis monté là, j'avais une chambre de bonne. Je revenais tous les samedis chez moi, quoi, hein. Et puis j'ai réussi. C'était un concours assez difficile parce que des joueurs m'ont dit, ouais, mais toi tu vas être prof de sport. J'ai dit, attends, je le suis pas encore. Mais c'est quoi tes études? J'ai dit, c'est 2 ans d'études à l'INSEP. Il dit, puis attends, c'est tôt, hein. Moi j'ai repris mes études là, j'ai mis 34 balais et je me dis, mais il faut que je le fasse. Donc c'était session haut niveau, on était 65, ils en prenaient que 21. Ah wow, ok. Ouais, et après il y avait une liste complémentaire jusqu'à la 25e place. Je suis passé 21e. La porte s'est fermée, j'ai perdu un morceau de pantalon tellement. In extremis. Les gens pouvaient toucher les fesses pour avoir un peu de chance aussi, tu vois. Mais c'était une époque où les foutus étaient mal vus. Ouais, bien sûr. T'étais mal vu parce que moi, quand on m'a demandé de me présenter le premier jour dans l'amphithéâtre, quand tu te lèves, t'avais des mecs du judo, du canoë, un petit peu partout. Et quand je me suis levé, j'ai dit Philippe Bergerot, ancien professionnel de football. Oh, tout le monde m'a regardé. Je lui ai dit, ça va être chaud. Ouais. Ouais. Et pourquoi vous étiez mal vu? Parce que c'était un sport professionnel. C'est l'argent, Ouais. le professionnel. Voilà. Et alors, tu as réussi à gagner leur sympathie à la fin du... Oui, j'étais dans mon coin, hein. Et donc, c'est à ce moment-là, quand tu termines l'INSEP, que tu es appelé pour devenir entraîneur de gardien, c'est ça? Non, c'est pas dans ma formation. La première année, moi, de suite, je suis sorti du système. 3-4 mois après, Henri Michel m'a appelé. Ouais. Et tu te poses pas la question, tu dis tout de suite, Banco. c'est quelque chose qui te plaît? Oui, parce que bon, c'était une orientation que j'avais déjà en tête. Et puis j'avais tellement souffert à ça du monde, je me dis, je vais essayer d'amener un petit peu d'amener autre chose, quoi. Ouais. Et il te donne un périmètre d'action, Michel, où il te dit, voilà, le poste, c'est toi qui vas le définir, sachant que c'était un poste qui n'existait pas, j'imagine? Ouais, non, en fait, il y a jamais eu d'entraîneur de gardien de but, quoi. Qui venait du système, quoi. Mais là, donc j'ai carte blanche, quoi. Donc je retrouve Joël Batz, je retrouve Bruno Martini, mes premiers spécifiques où je suis filmé par Téléfoot et tout.
je fais des exercices où je file des super ballons à Bruno Martini et chaque fois que je frappe à Joël Batz, je lui mets des lunettes, quoi. En pleine donc je vais m'excuser auprès de Joël. Bah, Joël me dit: «Mais non, je sais Philippe que tu fais pas exprès». Il dit: «Je vais m'appliquer, quoi». Donc ouais. C'était le stress, quoi. Donc Bruno, c'était toujours bien. Mais après, j'arrivais à Joël, je lui dis: «Là, je vais m'appliquer». Paf, je refrappais, boum, lunettes. C'est Mmh. pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais, ouais. Mais j'étais très heureux voilà, d'être dans le groupe et moi, j'ai pas eu de petite mort Ouais. Ouais, en c'était tant ça que la joueur. conclusion de. Non, j'ai de suite enchaîné, quoi. A posteriori, tu préfères ton rôle de joueur ou ton rôle d'entraîneur? Mon rôle de joueur, j'ai que mon rôle à tenir, sur le terrain, j'ai pas de problème, il y a rarement de conflits, après, tu prends une équipe comme le Paris Saint-Germain ou d'autres équipes où là, honnêtement, je sais pas comment ils font, quoi, hein. Comment ils gardent leur calme, quoi, hein, parce que, je vois ce qui se passe des fois. Moi, je pense que, oui, je suis complètement décalé. Philippe, tu as l'air d'être un sanguin, mais qui arrive facilement à se calmer. Est-ce que c'est vrai? C'est le judo, ça. Ouais, je peux vite péter les plombs. Mais je peux péter les plombs si on se moque de moi. Ouais, Voilà. OK. C'est-à-dire si moi, la seule chose qui peut me faire disjoncter, c'est quand j'essaie d'être gentil avec les uns, d'être gentil avec les autres et puis que les autres ils se foutent de moi. Là, ça peut, je peux devenir le joueur de rugby, là. Trop bon, trop con, tu aimes pas du tout, quoi. Ouais, 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 mais bon, il faut être bon aussi, quoi, hein, mais bon, il arrive un moment où, il faut pas te laisser marcher sur les pieds, quoi, hein. Ouais. Et il y a un moment où, justement, dans un vestiaire, tu as un peu recadré quelqu'un qui t'avait manqué de respect? Manquer de respect, non, pas trop, mais à Paris Saint-Germain, ouais, la situation, c'était, Alain Giresse qui avait pris l'équipe de Paris. Oui. Il voulait Raymond Camus comme adjoint, mais Raymond Camus n'était pas libre avec le Paris Saint-Germain, avec Toulouse, pardon. Et donc moi j'avais Charles Bietri, et Charles Bietri m'appelle, il me dit: «Écoute Philippe, ce serait bien que tu viennes comme entraîneur des gardiens de but». Et donc moi je vais voir la fédération, je dis à la fédération: «Voilà, moi je veux bien continuer avec vous, mais moi je souhaite avoir une équipe nationale, mais de jeunes». Je venais d'être champion du monde, quoi. Et on me dit: il y a pas de poste pour toi». Je lui dis: «Pourquoi il y a pas de poste?» Bah, c'était les amis de mes amis, quoi, hein. Ouais, Mmh. le copinage à la J'ai dit fédé, ouais. Ouais, donc j'ai dit: «Je m'en vais». Et on m'a dit: «Fais pas ça». Donc je débarque à Paris. À Paris, ça se passe, très bien au début, avec Alain Giresse au bout de 8 matchs, et un jour, un dirigeant vient me voir et me dit: «Philippe, les joueurs sont pas contents d'Alain». On me dit: «Bah, tu vas le surveiller et tu vas me dire ce qui te passe, et je veux un rapport de toi, régulièrement». Alors je lui ai dit: «Bah, écoute, moi, j'ai joué 10 ans avec Alain, hein». Je lui ai dit: «Moi, ce que tu m'as dit là, je vais aller lui dire». Il me dit: «Fais pas ça, parce que ça sera dur pour toi après». J'ai dit: «Ah, écoute, moi j'ai de l'amitié avec Alain». Donc j'étais voir Alain, et Alain, je lui ai dit: «Écoute, ils vont te flinguer». Ah, il me dit: «Ouais, mais Philippe, c'est mon ami, hein». Et il me dit: «Toi, tu es du Pays basque, hein, vous comprenez tout à l'envers». Je lui ai dit: «Toi, tu vas mourir». Je lui ai dit: «Alain, tu vas mourir bientôt». Donc il s'est fait licencier. Moi, ils m'ont gardé. Bon, ils m'ont gardé, pas pour ma compétence, hein. Ils m'ont gardé parce que c'était moi qui avais le diplôme d'entraîneur professionnel. Ah oui. D'accord. Donc ils étaient obligés de me garder, et du jour au lendemain, Arthur Georges est venu et je me suis retrouvé, avec les joueurs qui jouaient pas, quoi. Faire les séances d'entraînement un matin, après-midi avec eux. Bon, c'était compliqué, hein, parce que fallait, marcher sur les œufs, hein, et puis après, l'équipe s'est retrouvée 16e, Paris Saint-Germain 16e, et j'ai été convoqué à Canal+. Alors je lui ai dit: «Bah bon, je pense que je suis mort là». Et le président me dit, c'était Laurent Perper. Laurent Perper me dit: «Philippe, vous avez quand même été adjoint d'Aimé Jacquet, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là?» Alors moi j'ai dit: je pense qu'on ne peut pas jouer comme on joue là, à 5 derrière, à 4 au milieu, et puis on ne prend pas de but, mais on va jamais marquer». Et il me dit: «Qu'est-ce que vous feriez?» Moi je lui dis: «Moi je joue en 4-4-2, traditionnel, et je mets Angelino d'un côté avec Benarbia, et de l'autre côté, ça, voilà». Et ils me disent: «Vous avez l'équipe». J'ai dit: «Pardon?» Il me dit: «Vous avez l'équipe». Ah, et j'ai pris une chape de plomb sur la tête, hein, je ne Mmh. pas du tout. Et le soir, je mets la télé un peu Pour te changer les idées? ouais, en tête, le journal de TF1, Philippe Bergeron, entraîneur de. Allez, c'est parti. Tu avais accepté ou même pas? Ouais, j'avais accepté, ouais. D'accord. Ouais.
Donc Mais j'ai t'avais même pas fait eu le temps de le vivre vraiment quand c'était déjà officiel, quoi. ouais, complètement, ouais. Donc j'ai repris l'équipe, hein. J'avais j'étais bien avec les joueurs, j'étais bien et puis, ça c'est on a fini 7e la première année, on est passé de 15e à 7e. La deuxième année, on a fait second. La première année, c'est la première fois qu'on battait Marseille, quoi et là, c'était quand même extraordinaire parce que la veille du match, il y a un joueur qui me dit, j'avais des blessés, qui me dit, «Philippe, moi, on me doit le club me doit de l'argent». Il me dit: Si tu veux que je joue demain, il faut que tu ailles voir le président pour lui demander l'argent, mon argent». Bon, je lui ai dit: «Mais tu rigoles toi ou quoi?» Je lui ai dit. Donc le lendemain, il est pas sur la composition et il me dit: «Ah mais je suis pas dans l'équipe». Je lui dis: «J'ai pas ton argent donc pas te». Et on joue le match et on était ouais, mais à 5 minutes de la fin, je le fais rentrer et il rentre et il marque le but et il vient en courant j'ai cette image, il vient en courant du terrain, il vient sur le banc de touche et tout le monde me dit: «Lève-toi, lève-toi, lève-toi, il va te sauter au cou». Je lui dis: «Non, je me lève pas». Et il arrive devant moi, c'est filmé et il dit, «Tiens, ton pognon, tu peux te le filer devant toutes les caméras et tout». Waouh! La violence, le respect de l'ordinateur. Ouais, c'était incroyable. Mais je savais, je me suis pas levé. Je savais, hein. Mais Waouh! après je l'ai revu, c'était un moment comme ça, quoi. Mais Bah, on avait fait il a un peu morflé depuis, non? ouais, le pauvre, ouais, je l'ai revu, il a été gentil avec moi, mais bon, il y avait oui, il y a eu des moments compliqués, l'année d'après, on a fait la Champions League, quoi. Voilà, mais voilà, on a perdu contre Guingamp, contre Guignon, Ouais, en en coupe de finale. la Ligue, ouais. Bah, alors explique-nous un petit peu parce que j'ai l'impression que les joueurs ont démissionné sur ce match. C'est ce qui se dit un petit peu et j'ai du mal à l'imaginer. Ben, disons que, ouais, j'ai réglé mes comptes avec un joueur qui sortait de l'hôtel, du Ver voilà, pour des soirées, quoi. Donc quand je l'ai attrapé, je l'ai dégagé, voilà. Donc après, ben voilà, quoi, j'ai pris mes risques aussi. Il a pris, une bande avec lui, voilà. Ils ont eu ma peau, hein. Mais je préfère être à la mienne qu'à la leur, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que clairement, ils ont eu un comportement qui est pas très éthique finalement, puisqu'ils font perdre l'équipe en Ouais. s'en foutant un petit peu. Mais toi, tu les protèges encore des années plus tard. Après ma carrière? Bah, je veux dire, on sait Ou toujours, tu t'as jamais nommé les coupables entre ah ouais, guillemets, ouais, donc derrière, tu les protèges ah un peu ouais, quand mais même. tout le monde le sait, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Qui faisait quoi, c'était comme ça. Donc le président me disait de fermer les yeux, quoi. Bon, pas fermer. Je pouvais pas jouer le cyclope, quoi, hein. Non, c'était Ouais. c'était comme ça. Et après, ouais, on a fait des bons coups avec au parc en Champions League, quoi. Et cette année-là, c'est le Bayern qui a gagné, quoi. Après, oui, bon, après, je savais que j'étais mort. Je savais que j'étais mort parce qu'on a pris 4-1, je crois, à Sedan. 5-1, ouais. 5-1, ouais. 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 Donc, vous auriez pu me laisser un but en moins. 2-1. Il y avait 2-1, Philippe, il y a une défaite, toujours défaite à ce temps. On prend 5-1. 5-1. La veille du match, je sais que je suis mort. Gérard Rouillet m'appelle et il me laisse un message. Et il me dit, Philippe, fais quelque chose parce qu'ils ont prévu quelque chose contre toi. Voilà. Donc j'étais au courant. Faut pas dire que j'étais pas au courant. Il m'a appelé, il m'a prévenu. Lui, il le savait. Donc, Et après, comment il le savait lui? ah ben je sais pas. Ouais. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Après, c'était fini, quoi. Quand ils m'ont licencié, j'ai pas lâché le morceau quand même, hein, parce que je voulais pas aller au prud'homme, j'étais au prud'homme, hein. Ça a duré 8 mois, hein, parce que c'était. Il y a une histoire incroyable, c'est que tu dis que tu as 2 joueurs qui lâchent complètement le match, à Sedan et qui ensuite, devant la télé, disent, «On va pas lâcher le coach», Ouais, c'est terrible ça. Ça, c'est le plus grand coup de bambou que j'ai pris dans ma tête, là. ouais. Et le gars, il dit, non, non, ça, Philippe, la victoire à Sedan, c'est pour toi. Ouais. Ouais. Et en fait, je pense qu'ils voulaient me faire avaler, pas des couleuvres, hein. Ils ont essayé de me faire avaler des anacondas. C'était difficile, il faut l'ouvrir la bouche pour l'anaconda, hein. Ouais, c'est sûr.
Ouais. Donc c'était comme ça. Et puis bon, ça a pris du temps, quoi, pour sortir de cette situation. Mais les supporters de Paris, je les vois encore. Ils font des selfies avec moi. Merci pour avoir sauvé le club d'une descente ou un truc comme ça. Merci pour nous avoir ramenés en Champions League. Mais bon, après c'est pareil sur certains matchs. J'avais des blessés. Et puis à un moment, un de mes meilleurs joueurs, du jour au lendemain, il est blessé. Bon, donc il est blessé, quoi. Et puis bon, il stationne au camp des loges. Et au camp des loges, il ouvre son coffre de voiture et il est blessé au mollet. Et il a une trottinette. Et il pousse sur la trottinette avec sa jambe blessée. Alors quand j'ai été viré, j'ai dit simplement, de toute façon, c'est pas la peine d'aller à Lourdes, quoi. Pour les miracles, vous venez au camp des loges, il y a toujours des miracles. Donc tout le monde a rigolé après la conférence de presse, c'était comme ça. Et j'avais fait 2 ans, c'était pas mal quand même. Alors maintenant, avec le bénéfice des années, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Faire différemment, ouais, peut-être sur certains matchs, ouais, peut-être que je me suis trompé. Mais par contre, de laisser faire tout ce qui se passait, voilà, quoi. Ça, je pouvais pas laisser, hein. J'aurais pu m'en foutre, hein. J'aurais pu dire, ouais, laisser, non. Mais bon, il y avait quand même un club à respecter et voilà. Mais ça m'a appris plein de choses, quoi, hein. Surtout ne pas faire confiance à des vendeurs de trottinettes, quoi, hein. Et puis c'est comme ça, mais c'est ma vie qui est faite de haut et de bas. Mais bon, quand je regarde toujours dans le rétroviseur, je me dis, attends, tu viens d'un club de promotion de ligue, quoi. Mais j'ai essayé, moi j'ai fait des erreurs peut-être, mais j'ai essayé toujours d'être respectueux et correct, quoi, hein. À ton avis, c'est quoi la plus grosse erreur que tu fais au PSG? Ou celle que tu regrettes le plus? Pas forcément la plus grosse, mais à ton avis, celle que tu aurais pu éviter? Celle que je regrette le plus, peut-être ne pas avoir viré directement le gars comme je l'ai fait, quoi. Parce qu'en fait, il est resté jusqu'à la trêve ou avant, parce que Oui, ça? mais après c'était fini, quoi. C'est lui qui avait la maîtrise, avait les dirigeants et voilà. Et d'accord. Après non, l'arrêt, oui, c'est le président qui m'a dit de passer outre, quoi. Et un jour, il m'a dit: «De toute façon, ça se terminera comme ça, Philippe». J'ai dit: «Oui, ça va se terminer comme ça, de toute façon, vous le savez». J'ai dit: «Mais le prochain sur la liste», je lui ai dit: «C'est vous, hein?» Il me dit: «Comment c'est moi?» J'ai dit: «Oui, c'est vous le prochain». Puis le prochain sur la liste, ça a été lui. Mais c'était, bon, je peux le dire là, non, c'était une bonne personne, c'est Laurent Perpert. Ouais. Et il m'a protégé. Ouais, Laurent, il Il a m'a essayé jusqu'au bout, mais il a protégé jusqu'au bout, contre tous les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et je me souviens quand on revient que je suis viré, qu'on revient de Sedan, on est dans l'avion, tous les joueurs et les dirigeants sont derrière, et moi je suis tout seul devant, dans l'avion. Et il y a l'épouse de Laurent Perpert qui se lève, elle m'a rien dit, hein, mais devant tout le monde, elle s'est assise à côté de moi. Elle a fait le voyage à côté de moi. J'oublierai jamais ça. C'est brutal. La solitude du manager. Dans le vestiaire, quand j'ai été viré, le Tizi, quand je suis parti, devant tout le monde, il a dit moi, je vous vengerai, coach. C'est la première fois que je perds un coach, je vous vengerai, moi. Il y a des belles paroles. Mais c'est vrai que dans l'avion, c'est dur, hein. Et puis le lendemain, vous êtes en première page de l'équipe, hein. ouais, bien sûr. Et j'ai tué personne. J'ai tué Non, mais personne. t'étais quand même sur l'échafaud à ce moment-là, quoi. Ouais, complètement. Non, mais puis en plus, la presse parisienne, notamment l'équipe, est rarement déjà rarement bienveillante tout court, mais particulièrement acerbe vis-à-vis des entraîneurs du PSG parce qu'ils pensent toujours connaître mieux que les joueurs ou les entraîneurs ce qu'il faudrait faire. Non, mais moi, j'ai pas voulu salir les joueurs. Mes comptes, je les ai réglés, voilà, en tête à tête. D'ailleurs, je l'ai revu, le gars. C'était un match du France 98 contre une équipe du reste du monde. Et le gars, dans le match, il est venu me serrer la main, quoi. Il me dit, ouais, coach, on fait la paix. Je lui dis, moi, j'ai jamais fait la guerre, hein. Il m'a dit, je peux vous serrer la main? Je lui dis, oui, on se serre la main, voilà. Ouais, le carabinieri Déjà plus sympa que les Napolitains, ouais. Ouais, c'est plus sympa qu'un Napolitain. Non, parce que je veux pas. Non, c'est comme ça. Et puis regardez, tous les entraîneurs qui tombent en ce moment, que ce soit le football, que ce soit le rugby, ils en prennent plein la tête. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois Toulon, là. Je vois Mignoni, là, dans quel état il
il est, l'entraîneur de Toulon, là. Il est fatigué, il est pas bien, mais la vie, c'est autre chose. Ouais. Et quand c'est Fernandez qui te remplace, c'est un ancien coéquipier, est-ce que ça rend la chose plus compliquée ou est-ce que ça rend la chose plus facile? Est-ce que ça change vos relations, par exemple? Avec qui? Quand c'est Fernandez qui te succède, au PSG? Non, mais j'ai pas de relation avec Fernandez. D'accord. Ouais, À cause de non, ça ou? ah non, 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 j'ai pas de relation. Non, non, j'ai pas de non, je l'ai revu, on a discuté un jour ensemble, tout ça. Je lui ai dit: «Tu veux boire une bière? Je te paye une bière». Il m'a dit: «Oh non, 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 Philippe» et tout. D'accord. C'était pas quelque chose. Il avait peur de ce que tu allais mettre dedans ou? Non, mais bon, c'est fini, quoi. On va pas rester avec ses rancunes, quoi. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et alors rapidement, et après on va passer effectivement aux questions mitraillettes. Tu prends ensuite l'équipe de France féminine Oui. et tu es l'entraîneur vraiment qui les instaure comme une puissance mondiale. Finalement, un peu comme, on parlait avec des anciens Messins. Je pense plus le temps passe, plus ton bilan, apparaît comme, positif. Élogieux. Encore plus qu'avant, quoi. Parce que Ouais, je ouais, pense que parce que au niveau du bilan, j'ai fait 55 matchs avec les filles. J'en ai gagné 42. ouais, J'en ai perdu 8 et j'ai fait 5 matchs nuls, quoi. Après, c'est vrai qu'on a eu 2 ans où ça s'est super bien passé. Je suis le premier à avoir battu les Américaines, quoi. ouais, 2-0 à Lorient. On a fait des matchs nuls là-bas. Mais le problème du football féminin, c'est que en fait, ils ont pris Hervé Renard. Il a un pédigré, il a gagné 2 coupes d'Afrique des Nations avec son équipe. Il a battu l'Argentine et il n'a pas fait mieux que les autres. Et pourtant, c'est un ponte dans le milieu, quoi. Et voilà, c'est comme ça. Et parce que, mais voilà, prenez les compositions de l'équipe de Paris. Il y a 9 étrangères. Lyon. Lyon, il y en a 9 aussi. Il y avait que Juvisy à une époque qui faisait jouer ces jeunes. Mais ce qu'il faut savoir, on a gagné plein de titres avec les jeunes, champion d'Europe, 2 fois champion d'Europe. Mais après, ces gamines qui étaient de Paris et de Lyon, elles s'étaient barrées à Paris et à Lyon. Donc moi, ce que j'avais proposé, c'était que il y ait une réserve professionnelle à Paris et une réserve professionnelle à Lyon, et que ces jeunes étaient intégrés dans la 2e division féminine. Comme ça, elles avaient un temps de jeu. ouais, comme la J-League, en NBA, ouais. Donc j'ai dit au président, «Ce serait bien de faire ça». Alors il m'a répondu, «Monsieur Bergerot», quand ça commence comme ça, Monsieur Bergerot. Ouais, tu sais que la C'est réponse pas va très être bon non. signe. Ouais, ouais. La Monsieur réponse va être Bergerot. Voilà, Monsieur Bergerot. Écoutez, moi, je suis là pour trouver des matchs. Moi, je suis là pour trouver de l'argent. Voilà, vous êtes là simplement pour faire les séances d'entraînement. Et simplement. Je lui ai dit, eh ben, ça va être compliqué, nos relations. C'est terrible. Attends, c'était qui ça? C'était le président de la fédé? Oui, oui, oui. Et c'est quoi? C'est ton époque, c'est Le Graët déjà ou c'est? Ouais, je sais plus. D'accord, bien, Ça, on vérifiera. non, mais si, c'est un regret, bien sûr. Et tu disais qu'une fois que tu as entraîné des filles, c'est quelque chose, c'est qu'il y a pas de retour, quoi. Est-ce que c'est vraiment un management différent des garçons? Le problème, c'est que moi, j'étais en Slovaquie et je reçois un coup de téléphone. Le président me dit, «Philippe, j'ai besoin de vous. Louis Sagnol va parler de vous parce que vous faites bien jouer votre équipe et tout, et les filles ne veulent plus Bruno Bini». Alors je lui dis: «Mais écoutez, non, il me dit: «Il me faut une réponse dès samedi soir, dimanche matin». Je lui dis: «Oui, mais après la messe ou avant la messe?» Hein? Il m'a dit: «Ne rigolez pas, c'est sérieux». Et j'appelle Aimé, il me dit: «Ouais, prends». Moi, je voulais faire 2 ans et puis après, prendre ma retraite, quoi, hein, et puis revenir chez moi, quoi. Donc Aimé me dit: «Non, mais prends l'équipe de France féminine, c'est bien, écoute, le foot féminin, c'est super et tout». Donc moi, déjà, je parle pas beaucoup, avec vous, mais avec vous, oui, mais avec les filles, je parle pas trop, hein. Donc c'était en gros la République tchèque, 15 jours après ma nomination. Donc il fallait que je fasse mon staff, hein, la vitesse. Elles ont toutes des surnoms, toutes des surnoms.
Donc, sur un match, on joue la République tchèque, et il y a Laure Boulot, et Laure Boulot, il l'appelle Boulette. Donc, moi, je lui disais, elle passe dans le couloir, j'ai dit, passe dans le couloir, fais un passage dans le dos, hein, allez, Bouboule. Alors, je vois tout le banc qui rigolait et tout. À la fin du match, elle vient me voir, elle me dit, coach, je peux te voir? J'ai dit, oui, j'ai grossi ou quoi? J'ai dit, pardon. Elle me dit, tu m'as appelé Bouboule devant le poulet. J'ai dit, ouais, Boulette, Bouboule, c'est pareil, là. Waouh. Mais elle était gentille, elle était adorable. C'était sympa. Et après, non, après, c'était, à l'équipe de France féminine, j'ai tout donné. Donc, quand à la fin, on a perdu un quart de finale encore aux Jeux Olympiques, à l'aéroport, je me posais la question, est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais pas continuer? Et puis, ce qui m'a fait arrêter, c'est que déjà, je savais que la Coupe du Monde en France, je pensais qu'on allait passer au travers, parce que on a dans le foot féminin, on a 9 bonnes joueuses. Et après, derrière, c'est un banc de touche où les filles jouent dans des clubs qui sont vraiment en dessous, quoi. Ouais. Donc, si tu vois les matchs que j'ai fait contre les États-Unis, j'ai gagné une fois, j'ai fait un match nul, les 3 fois j'ai perdu. Et les 3 fois que j'ai perdu 1-0, je crois. J'ai perdu à 20 minutes de la fin. J'ai perdu à 20 minutes de la fin parce que quand les filles, chez moi, commençaient à vouloir sortir, qu'elles étaient cuites, il fallait que je fasse les changements. Et moi, avec les changements que je faisais, j'affaiblissais l'équipe parce qu'elles n'avaient pas le niveau. Les Américaines faisaient rentrer des joueuses qui étaient aussi bonnes que les titulaires. Et chaque fois, pareil, 1-0, à 20 minutes de la fin. Donc, faire quoi? Je sais pas, parce que personne encore n'a réussi. Peut-être qu'en ayant des joueuses qui jouent à l'étranger, ça va peut-être amener des choses, mais il faut de la quantité. Tu peux pas faire un tournoi avec 9 bonnes joueuses. Tu vois, il te faut les 23, hein, quand tu fais les championnats. Mais enfin, moi, j'étais là pour faire les séances d'entraînement. Hein. D'accord. Et alors, dernière question sur ta carrière d'entraîneur fédéral. Tu as les U17 et tu as une génération exceptionnelle. Oui. Lors de la compétition, je crois que Benzema ne joue que. Donc, tu as Benzema, Nasri, Menez, Ben Arfa. Je crois que Benzema ne joue que 20 minutes. C'était quoi ta vision de l'effectif à ce moment-là? Déjà, Benzema, il est né en fin d'année. D'accord. Et après, René Girard, qui va voir un tournoi de jeunes, me dit, Philippe, à Lyon, j'ai vu un gamin devant, il est exceptionnel. Et moi, je suis en stage à Soulac pour préparer mon championnat d'Europe. Et j'ai une bonne équipe, mais le banc de touche, c'est pareil, le banc de touche, c'est quand même assez moyen. Donc, j'appelle Lyon, je lui dis, il faut m'envoyer dénommer Karim Benzema à Soulac et tout. Donc, je vois arriver Karim, et bon, tout timide, tout gamin, il me dit bonjour monsieur et tout. Je lui dis bon écoute Karim, voilà, je te fais venir, mais peut-être que je vais pas te prendre au championnat d'Europe. Il va falloir que tu me montres pendant une semaine ce que tu fais, quoi. Parce que moi je t'ai pas vu jouer et c'est simplement des renseignements que j'ai de René Girard. Ça c'était le matin et l'après-midi je fais une séance d'entraînement défense. Attaque et avec mettons 4 défenseurs et 4 attaquants, tu vois, sur un demi-terrain et j'avais une défense de fer. J'avais des monstres derrière et tout. Il a joué, écoute-moi, il me les a mis minables. Écoute, ces appels, ces décrochages, ces déviations. Il voulait l'attraper derrière, il voulait le casser. Il n'arrivait pas. Et il a marqué 4-5 buts. Ah. Alors, à la fin de l'entraînement, je l'ai vu, je lui ai dit, t'es content de ton entraînement? Oh, je sais pas, monsieur. Je lui ai dit, ton passeport, il est valide? Il me dit, oui, mais tu restes avec nous. Voilà. Et là, je l'ai découvert on avait fait des matchs amicaux, mais bon, il était pas titulaire, il venait d'arriver, il était plus jeune que les autres. Et contre l'Irlande, il met un but, centre à 20 mètres là, centre comme ça, de Ben Arfa, amorti poitrine, le ballon tombe par terre, demi-volée, but. Et après derrière, allez, 3-0. On n'avait pas perdu un match. J'avais une équipe. C'est eux en fait qui m'ont fait reprendre vie un peu à me donner une étincelle du football, quoi. Ouais, parce que j'avais vécu Paris. Rennes, ça a été dur aussi un peu. Rennes aussi. Rennes, oui. Je suis tombé dans de ces galères. Bon, je porte jugement sur personne. Je dis qu'à Rennes, voilà, c'est moi qui n'ai pas su mettre de faire prendre la sauce, quoi. Mais je suis pas bon à Rennes. 6 mois après. Je suis un peu d'Europe, je gagne tous les matchs, je bats l'Espagne 2 fois, je bats tout. Voilà. Après, par contre, on n'a rien fait après. Parce que dès qu'ils ont commencé à jouer en pro, c'était fini. Alors qu'on aurait pu être champion du monde chez les
J'ai dit 19 ans. Ils ont changé d'état d'esprit ou c'était la fatigue? C'est quoi l'explication? Non, mais oui, parce que je te prends un exemple. Il y a, au championnat d'Europe, on s'est qualifié pour l'American Cup. Et l'American Cup, c'est les meilleures équipes africaines contre les meilleures équipes européennes au championnat d'Europe. On n'a pas perdu un match, on a terminé premier. Tu vois. Et à l'American Cup, il y avait un joueur qui commençait à jouer en professionnel, quoi. Et on me dit, il est blessé. Donc j'ai dit, ok, il est blessé, tu le fais monter. On va voir un petit peu ce qu'il a. Hein. Ils l'ont plâtré. Donc je l'ai pas fait monter, ils l'ont plâtré. Ils m'ont fait les photos et tout. Et après, ils l'ont déplâtré, ils m'ont dit, on te le renvoie. Hein. J'ai dit, vous le gardez, quoi. C'est que des trucs comme ça, quoi. Ou sinon, te fatigue pas en sélection, surtout te fatigue pas en sélection. Ah, le club, c'est important. Bon, les joueurs appartiennent au club, hein. Ouais. Tu peux rien faire. Et c'était qui le plus talentueux dans cette sélection U17 qui gagne le championnat d'Europe en 2004? Bah, celui qui avait le plus de talent, c'est Ben Arfa, quoi. Ouais. C'était celui qui avait le plus de talent. Hein, j'ai vu faire des trucs extraordinaires, mais bon, c'est un très très bon joueur. Il est passé à côté d'une grande carrière, tout le monde le dit. Et tu le vois ça déjà à ce moment-là, qu'il est mal conseillé ou qu'il a peut-être un caractère qui va empêcher le développement attendu de sa carrière? Son problème, il était trop gentil. Il était trop gentil. Voilà, il était jamais en colère, jamais ceci. Il rigolait toujours. Il faut être sérieux un peu dans la vie, quoi. Mais bon, moi, en 19 ans, je l'ai pas pris, 19 ans. Je l'ai laissé à la maison, parce que c'était compliqué un petit peu. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je leur demandais de défendre devant. Ils défendaient pas. Donc, il avait fallu que je monte une équipe avec plein de défenseurs derrière. Et comme ils défendaient pas devant, j'avais mis 2 milieux récupérateurs devant. Ouais. Et même pas, voilà. Et après, sur les côtés, ils étaient libres. Mais eux, pour leur faire comprendre devant à défendre, des fois, je fais des séances d'entraînement où je leur disais aux deux attaquants, vous jouez ensemble. Alors, ils étaient contents, ils se mettaient devant, on joue ensemble avec Jérémy Ménez. Mais je lui disais, non, on veut jouer ensemble en défense centrale. Alors là, ils voyaient ce que c'était, hein. Ils demandaient aux autres de revenir, hein. Mais après, je garde un très très bon souvenir de ces gamins. Ils ont été adorables avec moi. Quand je sentais que ça allait pas trop, qu'ils étaient fatigués, on faisait un tennis ballon. Je jouais contre eux au tennis ballon. Je prenais des amortis poitrine, ils me mettaient minable, quoi. Ou je me mettais sur les taureaux, je me mettais au milieu, quoi. Ils me faisaient des petits ponts, des trucs comme ça. J'étais tellement fatigué qu'ils me relevaient après. J'étais plus leur père de famille qu'autre chose. Et j'ai un très bon souvenir. Ton meilleur souvenir de tes années en sélection de jeunes, c'est quoi? Ah ouais, le titre de champion d'Europe. Ouais, le titre de champion d'Europe parce que bon, j'avais pris un coup à Paris. Hein, et puis j'ai voulu me relancer à Rennes. Et quand je suis arrivé à Rennes, il fallait que je vire 10 joueurs. J'avais trop d'effectifs et tout. Mais bon, après, j'ai pas, comme je dis, j'ai pas réussi à faire prendre la sauce, quoi, hein. Ça tenait à pas grand chose, mais bon. Après, c'est comme ça. Hein, quand on est 17e, 18e, on peut rien dire. Et après, je suis tombé avec ces gamins. C'était gagné en Allemagne, gagné 4-0 aux Pays-Bas, l'Italie. Ils avaient pris 5-0 au tournoi de Montaigu. Et moi, je les prends le premier match. On va jouer en Italie. On joue en 4-4-2. On était bien en place tactiquement. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Mais qu'est-ce que je leur ai fait manger? Je faisais des 10 contre 8. Et alors, je mettais mes défenseurs, je mettais mes milieux, d'un côté, hein, en 4-4, et de l'autre côté, j'en mettais 10. Et les 4, en fait, ils faisaient que défendre pendant 20 minutes, quoi. Alors, je mettais des petits buts pour s'ils pouvaient marquer, mais bien, ça sortait, ça fermait derrière, ça coupait, tactiquement, ils étaient super au point. Tu vois. Il y a eu un bouquin qui est sorti et il disait qu'ils avaient appris en très peu de temps ce qu'ils avaient appris 3 ans dans certains clubs. Tu vois, c'est bon. C'est très flatteur. Ouais, c'est flatteur, ouais. Et ça, ce genre de petits jeux, tu les avais appris avec Haribas ou c'était ta propre sauce? Non, moi j'ai toujours fait, tu vois. Et quand je faisais passer le DEPF, le diplôme d'entraîneur professionnel de football, moi j'avais avec Francis Mériquier, le pauvre, je gérais les stages à l'étranger. C'est-à-dire que le gars devait aller 1 semaine à l'étranger et revenir avec les séances d'entraînement. Voilà. Et m'expliquer un peu après devant le jury comment ça se passait. Mais avant, j'avais les dossiers qui arrivaient pour un petit peu voir. Et là, je me suis régalé avec tout ce qui s'est fait à Milan, dans tous les grands clubs, quoi. Tu vois, Murillo, toute la bande là, c'était. Alors, des fois, tu prenais ça, tu te disais mais comment j'ai pas pensé à ça? Tu vois, comment j'ai pas pensé à ça? Et là, j'ai pris, oui,
des séances d'entraînement. Mais avant tout aussi, j'ai eu la chance de voir José Arribas à Lille. Et José Arribas, c'était la méthode nantaise, quoi. Ouais, le précurseur de la méthode nantaise, exactement. Ouais. Donc, et souvent, j'avais un docteur, le docteur Briand, qui était mon docteur de la sélection, et il aimait le foot, il aime le foot. Il regardait les séances d'entraînement, et il me disait, je le connais, cette séance, Philippe. Je la connais. J'ai dit, ouais, c'est de Noex ou Coco sur dos, tu vois. Les jeux des couleurs, le jeu c'était bien. Et c'est là que c'est là que j'ai pris beaucoup de plaisir là à voir, à savoir comment ils le font, et comment moi je peux les améliorer, tu vois, les séances, tu vois. Quitte à mes joueurs. C'est qui la plus grosse influence pour toi en tant qu'entraîneur? Bon, Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, d'accord. Ouais, Aimé Jacquet qui m'a fait super confiance. Moi, je me souviens on était en difficulté parce que l'équipe n'arrivait pas à trouver les solutions pour cette équipe là. Mais on avait été en demi-finale du championnat d'Europe et on fait 96, ouais. et on fait un match à Bordeaux contre la République tchèque. On perdait 2-0 à 15 minutes de la fin. Aimé me regarde et me dit, alors Philippe, je lui dis, écoute, je crois que c'est mort. J'ai dit simplement, fais rentrer le Bordelais. Je lui dis, parce que... C'est toi qui lui souffle de faire entrer Zidane. Ouais, j'ai dit, j'ai dit, fais rentrer le Bordelais. J'ai dit, au moins, il aura une sélection. Tu vois, j'ai dit, mais on a perdu, il aura une sélection. Elle me dit, t'as raison. L'autre, il marque 2 buts extraordinaires. Et à la fin du match, on fait 2-2. Et il me dit, ça y est, j'ai mes 2 numéros 10. J'ai Zidane et j'ai Djorkaeff. Et il m'a dit, tu vas voir, ça va être autre chose maintenant dans notre jeu. Et toi, quand tu les vois, je disais quelque part que l'entraînement des joueurs de cette génération, ils étaient ultra sérieux, ultra concentrés. Ça, tu le vois dès le début, ou c'est quand ils commencent à gagner des matchs qui sont de plus en plus focus, ou ils l'avaient déjà en eux dès le début? Tu parles de qui? De la génération Zidane, Djorkaeff, tout ça. C'était un état d'esprit, tu vois. Par exemple, à table, il restait 20 minutes de plus à rigoler, à discuter. C'était à l'entraînement, ça bossait, ça n'arrêtait pas de bosser. T'étais obligé, et même disait, siffle, Philippe, siffle, ça fait 20 minutes que la séance est finie. Il continuait à faire du travail supplémentaire, tu vois. Ah, Et puis, tu te dis, tu as la Coupe du Monde commence, bon, c'est moyen contre, c'était l'Afrique du Sud. Ouais, l'Afrique du Sud. Après, c'est moyen contre l'Arabie Saoudite. Après, ça commence à monter en puissance. Et puis, tu commences à avoir de la réussite parce que tu passes au pénalty contre. Si tu vas au pénalty contre le Paraguay. Paraguay avec Chilavert, je suis pas sûr que tu gagnes au pénalty, hein, tu vois. Ouais. Et là, t'as le but d'or de Laurent Blanc, quoi, tu vois. Après, les Italiens, t'arrives au péno, et juste avant les pénaux, je sais pas si c'est pas Baggio, un truc comme ça, qui frappe Dino Baggio. Baggio qui frappe à 20 cm de la lunette. Si il marque, c'est le but d'or. Et puis ça, tu prends confiance. Tu commences à surfer sur la planche des supporters, là. Tu vois, t'es dessus, là. Tu sens que ça. Après, tu joues la Croatie. Lilian Thuram, à l'entraînement, il met pas un but. Il met pas un but à l'entraînement. On l'a jamais vu marquer. Là, il marque 2 buts de rêve, quoi. Et après, Zizou, à finale, tu fais un jeu de tête à l'entraînement. Zizou, il prend pas le ballon. Et là, il marque 2 buts sur. Et non, après, ce qui est terrible, ce qui est extraordinaire, pas terrible, c'est que tu sens que c'est pour toi. Ouais. Tu sens que c'est pour toi. C'est la destinée. Ouais, tu sens que c'est pour toi. Tu te dis, ça va continuer, la chance, elle est pour nous, hein. Parce qu'il te faut de la chance pour le champion du monde, sinon. Oui, bien sûr. Il faut de la chance, mais aussi une préparation assez incroyable. Parce qu'en faisant mes recherches, j'ai appris cette anecdote que je ne sais pas, c'est que Jacquet t'envoie, avec Henri-Émile et d'autres personnes de la délégation, à Marseille, en février 98, pour être sûr que l'équipe de France ne sera pas huée lors de son match d'ouverture contre l'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il avait quand même tout prévu. Alors déjà, moi, je trouve ça incroyable qu'il faille aller rencontrer les groupes de supporters pour leur dire de supporter l'équipe de France. Mais ouais, tu vois, tu en reparles. J'avais zappé cette situation-là. Et c'est vrai que il avait envoyé ses adjoints. Voilà. Après, on avait pris aussi avec nous, on avait pris Roger Lemaire, hein, parce qu'on était au championnat d'Europe, je sais plus où c'était là. Je pense c'était quand on a joué contre les Pays-Bas, c'était. Je sais plus. De quoi? Quel match, pardon? Quand on a joué les Pays-Bas là, au championnat d'Europe. Ouais, c'est à l'Euro, c'est en quart de finale. Quart de finale en 80. Ouais. Et sur le terrain, il y avait qu'Aimé et moi, quoi.
Donc moi en plus j'avais les gardiens. Après moi j'avais les séances vidéo à faire. À la fin de l'entraînement, tu avais les gars, ils voulaient des centres devant le but pour faire des reprises de volée. Physiquement c'était compliqué. Donc on avait demandé à Roger de nous filer un petit coup de main. Donc voilà, on était parti à 3 et avec Henri Emile 4. C'était quand même un petit staff. Ouais. Et donc vous allez à Marseille pour dire aux supporters: «Les gars, il va falloir nous aider, pendant la coupe du monde»? Ouais, oui, on y va sur la pointe des pieds, hein. On y va Ouais. on va pas avec les survêtements de l'équipe de France, parce que Parce que c'est 5 ans après OM Valenciennes ou c'est à cause de ça? non, on pense pas à ça, non, simplement, on sait que ça risque d'être chaud. Donc, autant qu'ils voient déjà à l'avance, des gens de la fédération plutôt que directement à Aimé Jacquet, quoi. Waouh. Et alors, autre anecdote que j'ai vue qui est aussi incroyable, c'est que tu parlais du quart de finale, contre l'Italie. Tu prépares toute une liste, des tireurs, de penalty. Ouais. Vas-y, je te laisse la raconter parce que je pense que tu sais à quoi je fais allusion. Ouais, mais tu vois, je n'en ai pas parlé parce que, moi, j'étais à l'INSEP, donc il y a un matériel exceptionnel sur la vidéo. Donc chaque fois, je me débrouillais pour aller là-bas et regarder les séances de tir de pénalty qu'il y avait dans tous les pays d'Europe. Tu vois, tu avais des résumés, mettons l'Allemagne, ils ont joué contre ça, hop. Et s'il y avait un pénalty, je marquais de quel côté il avait tiré. Donc parce que je me disais, s'il l'a raté, le gars en Coupe du Monde, il va pas le tirer du côté où il a raté, hein. Je pensais avec le stress. Et donc, j'avais travaillé, tout ça et tout, la causerie dans mon match, il m'a fait la causerie. À la fin de la causerie, j'ai dit à Fabien, écoute, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, t'as 7 tireurs de penalty, là. Alors, j'ai pas eu le temps de terminer. Et il me dit, ah non, moi, je le fais à l'intuition et tout. 2 années de boulot, quoi. Je lui ai dit, mais tu le veux pas, le papier? Il me dit, non, moi, je le fais à l'intuition. Bon, bah, écoute, je prends le papier, je prends les boules, je les déchire, je le file à la poubelle. Et les pénaltys arrivent. Et il me dit, eh grand, tu les as où tes papiers? J'ai dit, elles sont à la corbeille, hein. Oh, il m'a dit, mais je vais le faire à l'intuition. Moi, j'ai dit, je le fais à l'intuition. Et il en arrête. C'est du Fabien, ça. C'est du Fabien. Incroyable, incroyable. Et alors, dernière anecdote sur 98. Apparemment, pareil, hein, d'après mes recherches, demi-finale, Aimé Jacquet, à la fin de la première mi-temps, est un peu défait parce que l'équipe joue très mal et il sait pas trop comment sortir l'équipe de son marasme. Mais c'est toi qui lui dis La Croatie? Ouais. ouais, Contre la Croatie, ouais. Ouais. Il me dit, pendant le match, quand on va rentrer au vestiaire, quand il se lève, il me dit, je reconnais plus mes joueurs, on est foutus. Non? J'ai dit, comment ça, on est foutus? Il me dit, je reconnais plus mes joueurs. C'est plus mon équipe de France, on est foutus. On va s'arrêter là. Et il va pour rentrer au vestiaire. Les joueurs rentrent. Je sais pas ce qu'il me prend. Je l'attrape dans un coin. Et je le prends c'est lui qui le raconte dans un livre, parce que sinon, moi, je l'aurais jamais raconté. C'est lui qui l'a raconté. Il m'a dit, le Basque, il m'a pris par le survêtement. Il m'a levé contre le mur, et dans ses yeux, j'ai vu des éclairs. Et je lui ai dit, écoute-moi, hein, Aimé, tu vas rentrer. Tu vas les massacrer. Je lui criais dessus comme ça. T'entends? Tu vas les massacrer. Je sais pas s'il m'a pris. Et il est parti comme un fou. Je suis rentré dans le vestiaire. Vous allez perdre, les gars. Ben oui, moi je me dis, mais j'ai trop tapé, quoi. Tu vois, j'ai trop tapé. Et les a mis minables. Et les mecs, ils l'avaient jamais entendu comme ça. Et on revient sur le terrain, les Croates, ils marquent le but. Et il me regarde, il me dit, je pense que j'ai trop tapé. Alors moi, j'ai pris, hein. Et je me dis, ben, j'aurais dû rester à ma place. J'aurais resté à ma place. Et après, tout est parti. Mais moi, je n'osais pas en parler. C'est lui qui a parlé une fois. Ouais, le Basque avec ses éclairs dans les yeux. Hein. Ouais, l'éléphant, on sait pas pourquoi on fait ça. Hein. alors on est bien content que tu l'aies fait, hein, parce que qui sait Ouais. ce qui se serait passé si t'avais pas eu ce Ouais, bon. Un non-match, peut-être. Tes Un électrochocs. non-match. Ouais, on est à une demi-finale à la France-Allemagne de 86 peut-être, ouais. Ouais. C'est quoi le moment le plus difficile lors de cette, coupe du monde 98 pour toi? Est-ce que c'est, le choix du gardien? Est-ce que c'est devoir annoncer aux 6 joueurs qui vont pas être pris? Parce que là aussi, il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus. Je sais que c'est toi et ouais. C'est le départ des joueurs, quoi. Tu vois, le départ des joueurs de Clairefontaine. Aimé nous dit, bon, on savait qui c'est qui allait partir. Aimé nous dit, vous allez dans les chambres et vous prenez chacun deux gars, quoi. Hein. On devait monter à 3
tu vois, avec Roger Lemaire, Henri-Émile et moi, quoi. Donc on dit, on va prendre chacun 2 joueurs. Et Roger nous dit, moi je peux pas le faire. Moi, je peux pas le faire. Ah, je dis, tu vas pas nous lâcher. Je dis, déjà 2, c'est difficile. Et il dit, non, moi, je m'en vais, je peux pas le faire. Donc, on a été voir 3 joueurs chacun. Voilà. Le premier que j'ai vu, c'est, le Tizi, tu vois. Et je tape à la porte et il me dit, Philippe, pas toi qui viens m'annoncer ça. Pas toi. Tu vois. Et moi, je dis, je suis désolé et tout. Ouais, mais pas toi, Philippe, c'était pas toi à venir me dire ça. J'ai beaucoup trop de respect pour toi. Bon, déjà, voilà. Ça commence très très mal. Ça commence mal, ouais. Ça commence très mal. Ouais. Non, c'était, ouais, c'est le truc le plus dur que j'ai vécu. Tu vois, le plus dur. À quel moment vous faites le choix? Vous le faites assez tôt dans le stage ou vous le faites au dernier moment? Non, on le fait avant, on le fait après le tournoi on était à Casablanca, je crois, ou un truc comme ça, quand on a fait ce tournoi. Et on le savait, mais bon, c'était, et puis le lendemain au petit déjeuner, quoi, parce que les joueurs n'ont pas voulu rester. Ouais, ils ont sont dit, partis dans la rue. donc, tous les taxis avaient été prévus, et je pense que c'est le frère Nadelka qui est venu les chercher aussi, le matin, et un silence de mort, au petit déjeuner. Un silence de mort. Personne ne parlait. Parce que ces gars-là, ils n'auront jamais fait la Coupe du Monde, quoi. On a eu Martin Djetou, hein, et c'est encore une blessure ouverte Ouais. pour lui. Mais quoique, je dis ça, mais je pense que le fait qu'il ait été coopté par le groupe l'invite à chaque fois pour les célébrations des 25 ans de France 90, etc. Et je crois que ça lui a permis Oui, je suis d'accepter d'accord. Il est ça. moins amer que. Non, il est pas amer. Ouais. Il dit que c'était dur à ce moment-là, qu'il a un peu vrillé, mais qu'avec le temps, il s'est rendu compte de combien la marche était élevée et que le fait qu'il ait pu grappiller ce qu'il a pu grappiller comme sélection dans un groupe qui était hyper fort, il est très reconnaissant. Enfin, on sent qu'il a fait son introspection, et c'est sûr que c'est un choix qui a dû être très très difficile. Ouais. Ok, alors on a pris beaucoup de ton temps, Philippe. Guillaume, je ne sais pas si tu avais encore une question à poser sur cette période-là. Oui. Moi, je suis à la retraite, hein, donc non, la seule peur que j'avais, c'était le Internet, là. Moi, notre situation, là. Tu vois, je me suis dit, avec la chance que j'ai. Donc, j'ai prié mon épouse de rester avec moi. Parfait. Je crois que tu as surtout touché les fesses de la sculpture. Ça a quand même bien aidé. Ouais. Non, c'était très, non, je vous remercie, c'était très agréable. Alors, on n'a pas fini. Plus, on n'a pas fini. Ah bon? On n'a pas fini. Non, on voulait faire un dernier Oui. tour de piste qu'on appelle les questions mitraillettes. C'est des questions où il ne faut pas réfléchir. C'est vraiment à l'instinct. Ouais, c'est les questions à l'instant. Fabien Barthez. À la Fabien Barthez. C'est-à-dire, tu réfléchis pas, c'est à l'instinct. Ok, alors. Vas-y. C'est parti. La plus grosse engueulade dans un vestiaire à laquelle tu as participé? Paris Saint-Germain. Oui, Paris Saint-Germain, quand on avait joué contre Montpellier et que j'ai balancé à la mi-temps toutes les bouteilles de plastique contre le mur. On est revenu à 3-1 en 10 minutes et à la fin du match, Canal+ a demandé mais que vous a dit le coach pendant la mi-temps. Eux, ils ont dit tactiquement, il nous a replacés. Mais non, ils ont pris des bouteilles sur la tête. Là, c'était ça, ils avaient peut-être compris un truc différent. Ce fameux coup de bouteille, ouais. Quel est l'attaquant que tu détestais affronter? Marc Berdol. Ah oui. Qui jouait à Angers. Ah ouais. Chaque fois qu'il tirait au but, il me mettait un but. Il aurait frappé dans une boîte de sardines, ça serait rentré. Alors, tu es né à Cibourg. Qu'est-ce que ce territoire a mis dans ton football? Déjà, la joie de vivre. La joie de vivre parce que j'ai passé une enfance extraordinaire. Avec mes parents, avec ma famille. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans le foot? De pas trop te griser, pas se griser, parce que tu as des périodes où t'es gardien de but, tu fais 6 mois extraordinaires, et quand tu commences à te prendre pour un autre, la dégringolade arrive. D'accord. Alors, info ou intox, tu prépares la séance de tir au but contre le Brésil en 86 avec Fernandez parce que vous pensez que vous êtes espionné par la télé brésilienne. C'est vrai cette histoire? Ouais, c'est vrai, ouais, il y avait une caméra derrière le but, mais dans les tribunes, elle était cachée, et je l'avais vue, et je l'ai dit à Luis Fernandez. Et Luis Fernandez m'a dit, eh ben, écoute, t'es sûr de ça? Il regarde, Luis dit, ben voilà, je vais tirer un dernier penalty à Joël, et il le met à l'opposé de ce qu'il a fait le lendemain. Ouais. Et le gardien est parti à contre-pied. D'accord. Donc c'était vrai cette histoire. J'avais vu ça, mais c'est assez fou comme belle histoire. Qui sont tes meilleurs amis dans le foot? Raymond Camus qui jouait à Bordeaux parce que on était de la même région et on s'affrontait les uns contre les autres quand on était jeunes. Tu préfères quoi, chasse, pêche ou champignons? Santini. Ok. Qu'est-ce que t'a apporté le plus le foot et qu'est-ce qui t'a enlevé le plus? Le foot
m'a donné une passion que je connaissais pas parce que j'étais rugbyman. Et après, ce qui m'a enlevé, c'est la tranquillité. La tranquillité, parce que bon, quand t'es joueur, ça va encore, mais quand t'es entraîneur, c'est un stress quotidien. Quel est le match où tu l'es senti le plus fort? Bon, Saint-Étienne, Lille, Saint-Étienne. Des fois, je le regarde encore, et c'est vrai que ouais, ça a été ma plus grande journée parce qu'on parle de Maradona et de Toulouse. Bon, je fais 4-5 arrêts, j'ai arrêté un penalty, mais là, c'était ah ouais, ça a été un festival, quoi. Ils auraient pu jouer jusqu'à 2h du matin, ils marquaient pas. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ça va Ouais. jamais rentrer. Ça va jamais rentrer. Est-ce qu'on a déjà essayé de te corrompre? Non, jamais, non, jamais. Non, je réfléchis, non, jamais, non, c'est ah ouais. Quel est le public le plus chaud que tu as affronté? Ça a été Bastia, à 17 ans. C'était mon premier match. C'est la première fois que je montais dans un avion. Et tu as eu des tentatives d'intimidation, des bombes Bah, agricoles? c'était chaud comme à l'époque, quoi. Avec des pétards, des bombes agricoles. Bah, jamais autant sauté dans mes 18 mètres, quoi. Tu as visité évidemment beaucoup de pays pour faire des coupes d'Europe, pour faire des matchs internationaux. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a culturellement ou sociétalement qui t'a le plus impressionné? Quand on avait joué contre Panionios en Grèce, là, c'était la chaleur du public et la chaleur de la température aussi. On avait terriblement souffert, mais c'était compliqué, ouais. Quelle est la plus grande fierté quand tu te retournes sur ta carrière? Beh, déjà la durée. La durée, bon, j'ai été blessé, pas beaucoup quand même. Bon, j'ai une jambe cassée, j'ai une côte cassée, bon, le genou un petit peu en vrac, mais encore, ça va. Mais le fait d'avoir vécu de ma passion, c'est ça le plus important. Est-ce que tu aurais voulu rejoindre un autre club que ceux pour lesquels tu as joué? Non, j'étais bien partout où je suis passé parce que après Lille, après le match que j'avais fait à Lille contre Saint-Étienne, voulait m'acheter. Voilà, donc le club avait tellement monté la barre que c'était impossible pour Saint-Étienne de se payer le gardien du LOSC, quoi. Quel est le plus gros malentendu sur Philippe Bergerot? Ah, avec vous, je me livre, mais je me livre pas beaucoup, hein. Donc, on dit souvent que Philippe Bergerot, il parle pas, il est hautain, non, je suis pas hautain, je suis pas timide, mais là, ouais, je suis respectueux des gens, quoi. Mais j'ai cette image-là parce que je discute des fois avec des gens, ils disent: «Ah, tiens, on pensait pas que vous étiez comme ça». Ben ouais, mais bon, j'y peux rien, moi. Il y a un peu des apparences, ouais, effectivement. Est-ce que tu penses qu'un jour, il y aura un grand club dans le Pays basque français de foot? Ouais, non, je pense pas. Je pense pas parce qu'il y a de très bons joueurs et Bayonne ne peut pas jouer avec des gens de Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz ne veut pas jouer avec des gars d'anglais parce que Saint-Jean-de-Luz veut jouer en noir et blanc, Bayonne en bleu. Ah, oh, non, c'est ingérable, c'est ingérable. D'accord. C'est qui le meilleur basque, le meilleur joueur du foot basque? Bon, il y en a eu de bons, hein. Bah oui, c'est Basque pour ça. français ou Comme tu mais veux, français ou basque, comme tu ouais, veux. moi le plus grand, c'est Iribar, gardien basque de Bilbao. Ouais. Ton nom en béarnais, je crois, hein, veut dire petit verger. Ouais. Et quels sont les fruits que tu as semés? Quel est l'héritage que Philippe Bergerot laisse au foot? Bah, je pense, un gars humble, et ouais, qui est correct, quoi. Avec ses qualités et ses défauts, mais bon, j'ai toujours essayé d'être correct. Et est-ce qu'il y a un gardien en particulier qui te ressemble maintenant? Mais, maintenant, on voit plus tellement de gardiens, très imposants. Alors, est-ce que tu es comme les autres anciens gardiens? Parce que j'écoute un podcast que je conseille à nos auditeurs, hein, qui s'appelle La Voix des gardiens, qui interroge des gardiens de tous les sports, en fait, des gardiens de hand, des gardiens de foot, etc. Et j'ai découvert que les gardiens des époques précédentes détestent la position en croix là, que font tous les gardiens qui imitent un peu Oui. Manuel Neuer. C'est quoi le problème des gardiens de ton époque avec cette posture exactement? C'est quoi le problème? Mais le problème, c'est que je pense que cette position sur les angles fermés est la meilleure, tu vois? Avec la position de la croix là, c'est cette position qu'il faut faire à angle fermé. Par contre, quand l'attaquant vient balle au pied, hein, tout seul devant le gardien de but reste toujours dans la même position en faisant la croix. Il y a une autre solution. Je dis pas que c'est pas bien de faire la croix, mais il y a une autre solution,
c'est que quand le joueur vient tout seul, balle au pied comme ça, moi ce que je faisais, bon, c'était à l'époque, hein, quand le joueur pousse le ballon, je sors. C'est-à-dire que quand il revient sur le ballon, moi je suis déjà sûr. Voilà, donc je pense que c'est incroyable que tu me poses cette question parce que j'ai vu un but il y a pas longtemps où le gars il pousse le ballon et le gardien il reste faire la croix. Alors Ouais, que il se fait et le ballon est piqué. et ouais, le ballon est poussé, tu vois? Et si tu sors quand il pousse le ballon, tu as en même temps que lui sur le ballon. Ouais. Tu vois? Mais je pense que tu sais, les situations de gardien de but, à l'époque, c'était les premiers gardiens de but, ils plongeaient les mains à l'avant dans les pieds. Ouais, sans gants en plus. Les attaquants, après, ils ont dribblé, les gardiens sont couchés, les attaquants ont piqué les ballons par-dessus les gardiens, donc ils commencent à rester comme ça, tu vois? En faisant la croix. Donc je pense qu'ils s'adaptent quand même au football moderne, quoi. Hein. Ouais. Bah, c'est ça que j'ai remarqué effectivement. Alors je sais pas si c'est récent ou si j'y fais plus attention, mais effectivement, lors de face à face, j'ai remarqué que la petite balle piquée revenait beaucoup plus souvent et je me demande justement, c'est parce que les attaquants ont compris que, bah, voilà, s'ils vont venir, ils vont faire la croix et qu'ils sont plantés sur le sol, Ouais. la solution la plus facile, c'est quand même, faire exactement ça, quoi. Ouais, mais les attaquants s'adaptent toujours. Donc le gardien, il faut qu'il change de position tactique. D'accord. Et un gardien de nos jours qui t'impressionne en particulier? Ouais, le gardien de toujours là, le gardien allemand là, qui a fait une carrière Neuer? exceptionnelle. D'accord. Ouais, ouais, ça a été bon, même s'il est un petit peu dans À la fin. ouais, en difficulté parce qu'il a pris de l'âge, mais c'était certainement un des meilleurs, quoi. Tu vois? Et on n'a pas parlé des tu sais, moi, le meilleur gardien français que j'ai jamais vu, qui m'avait impressionné, c'était quand j'étais à Bordeaux, c'était, André Rey, quoi, celui de Metz. Ouais, C'est un alsacien, ouais. gardien, je l'ai vu jouer, il m'a toujours impressionné par son abattage, par son et bon, il a pas beaucoup de sélections parce il s'était blessé au doigt, quoi, hein. Maintenant, à la télé, tu regardes encore le foot? Beaucoup moins. Ouais, OK. Et pourquoi? Beaucoup moins parce que, ouais, il y a des choses qui me gênent, chaque fois qu'un joueur est touché, il est par terre, il se roule, ça me fatigue. Donc Ouais. je vais voir des matchs de football, mais je vais voir les 15-16 ans ou 17 ans. D'accord. Ouais. Ils jouent encore, avec cette fraîcheur de pas se rouler par terre, donc je vais voir quand je vais à Saint-Jean-de-Luz, ouais, je vais voir les matchs des 16 ans et 17 ans. D'accord. Et quel est ton plus gros regret dans le foot? Le gros regret, ouais, je pense que c'est, ma fracture de la jambe là, tibia péroné. Ah oui, à Parce que Bordeaux, parce début de à carrière. Bordeaux, ouais, parce que j'avais une vilaine fracture et on avait dit que j'allais certainement être obligé d'arrêter ma carrière, quoi. Waouh! Donc ça a été très difficile, quoi. En plus, je venais d'être sélectionné, il y avait, Kovacs qui voulait me prendre en équipe de France, quoi, comme remplaçant et j'avais, 22 ans, quoi. J'étais tout jeune, quoi, hein. Waouh! Et j'ai mis 8 mois pour revenir, quoi. J'avais des plaques, même les jours d'orage, je pouvais pas sortir, hein, parce que avec la foudre. Ah, c'est vrai? Oh, n'importe quoi, moi. C'est clair. Heu, tu as joué avec Platini, tu as Oui. entraîné Zidane et on peut même dire que tu es un peu, instrumental dans la façon dont il débute en équipe de France et perdure en équipe de France. Pour toi, si tu dois choisir l'un des 2 dans ton équipe, tu choisis lequel? Oh, j'ai choisi, Zidane. D'accord, et pourquoi? Ouais, parce que c'est un joueur qui fait jouer l'équipe, quoi. Tu penses que Platini fait moins jouer l'équipe? Ouais, Platini, était capable sur 30 mètres de faire des choses extraordinaires. Il avait une vitesse de démarrage, exceptionnelle. Mais, en esthétique et tout, ouais, je préfère, Zidane, hein. D'accord, OK, c'est clair. C'est une réponse qu'on a rarement des joueurs de ta génération. Généralement, ils sont plutôt pro Platini, donc c'est intéressant d'avoir, un avis un petit peu différent. Quel est le meilleur président de club que tu aies eu? Clairement pas Claude Bèze, Non, 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 c'était Marcel Delsol, le président de Toulouse. d'accord. C'était un Occitan et chaque fois que, ça allait mal pour le club, il me rappelait ce que disait son père, c'était: «Bien faire et laisser brère». D'accord, d'accord, et la devise que j'ai citée en début d'épisode, d'où elle te vient? Ce «Sois fort comme un rocher face aux vagues»? Non, mais c'est incroyable, oui, parce que quand j'ai été viré, il y avait on m'a montré une salle où il y avait tous les entraîneurs de Paris Saint-Germain avaient mis un petit mot, hein, donc au revoir, merci pour tout. Et moi, j'avais lu un bouquin où il y avait cette phrase-là, et comme je suis un gars de la mer, j'ai dit: «Tiens, c'est quand même bien de mettre ça parce que c'est vraiment ce qui arrive aux entraîneurs».
départ, quoi. On sait que tous les 2-3 ans, ils sont virés, quoi. Donc, ouais, soit costaud comme un rocher sur une vague, quoi. C'est bien à Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Ouais, d'accord. Et apparemment, Aliou Cissé s'est fait tatouer dans le dos. Ouais, c'est ça, ouais. Je l'ai su, mais Aliou Cissé, c'était mon guerrier de lumière. Avec lui, je pouvais aller n'importe où, hein. C'était un gars vraiment généreux. Et au début, il venait de Sedan, je l'ai fait jouer latéral. Et il était toujours avec moi, toujours derrière à bosser, à demander du travail supplémentaire. Quand j'ai su ça, parce que je l'appelais mon guerrier de lumière. Voilà. Ouais, c'est un chouette surnom, Je hein. lui disais, ouais, je lui ai dit, tu resteras toujours mon guerrier de lumière. Et j'étais très heureux quand il a gagné avec le Sénégal. Parce que Sénégal. c'est un bon mec, c'est un très bon mec. D'accord. Si tu avais une machine à remonter le temps et que tu as la possibilité de rejouer un match dans ta carrière, soit pour changer le résultat, soit pour revivre les émotions qu'il t'a procuré, quel match choisirais-tu? Toulouse-Naples, à Toulouse, là. La fin du match, parce que quand Yannick rate son penalty, tout le monde dit que c'est fini, quoi. Et puis ça tourne, on sait pas pourquoi ça tourne, mais ça tourne. D'accord. Et alors la question, je sais que si je te la pose pas, tous les auditeurs vont tomber dessus. Qu'est-ce qui vous arrive au match retour contre le Spartak? Parce que vous gagnez 3-1 avec un match de dingo de Gérald Passy et vous vous écroulez un peu au match retour. C'est quoi ton explication? C'est parce que l'équipe était jeune ou? Je pense que derrière, Alberto Tarantini a décidé de jouer le hors-jeu et on n'avait pas joué le hors-jeu de la saison. D'accord. Donc on a pris l'eau continuellement sur les ballons, Ah ouais. les intervalles. Justement, c'est qui le meilleur défenseur central avec qui tu as joué, Philippe? Oh, je pense que le meilleur, j'ai eu la chance de jouer avec Marius Trésor, pas longtemps, mais sur quelques matchs en équipe de France, et c'était vraiment un monument. D'accord, je peux comprendre. Ouais, on l'a eu aussi sur le podcast. On a eu énormément de chance de l'avoir. Est-ce qu'il y avait un défenseur ou un joueur en particulier qui venait te mettre la pression dans la surface, qui était un peu un boucher ou un joueur particulièrement brutal que tu détestais à affronter? Ouais, j'ai une petite histoire avec le joueur Marguerite qui jouait à Nîmes. Ça fait très longtemps. Ça, c'était un attaquant, un Antillais. Ouais. Et sur un match à Bordeaux, à un moment, sur un ballon profond, j'ai plongé sur le ventre. J'avais le ballon pour moi. Il est arrivé en retard avec les 2 pieds. Il m'a ouvert la tête. Wow. Ah Ouais. Donc, j'ai attendu 2 ans. Et sur un ballon à profondeur à Bordeaux, je suis arrivé. Mais ça doit être un accident. Je suis arrivé en même temps que lui sur le ballon. Ouais. Donc j'ai sorti mon genou, mon coude, voilà. Mais quand il était par terre, il m'a dit: «Mais t'es fou, Philippe, t'es fou». Et il s'appelait Marguerite. Ouais, Gilbert Je lui ai dit, Marguerite, ouais. ouais, je lui ai dit: «Ramasse tes fleurs maintenant». Et tu te souviens de D'accord. C'est ferme. La vengeance est un plat qui se mange froid. C'est-à-dire que tu t'attendais le match retour ou le match. mais j'avais perdu contre Nîmes, mais bon, j'avais quand même 3 points, 3 points de suture, hein. Mmh. D'accord. Dernière question pour moi, ton meilleur souvenir dans le foot? Ma sélection, quand j'ai entendu la liste pour la Coupe du monde 86, hein, on allait jouer à Nancy. J'étais dans le bus, ils ont annoncé la liste. J'ai entendu Philippe Bergerot, comme voilà, gardien, Batz, Bergerot, Rust. Et après, j'ai pas entendu le nom de Jean-François Domergue, tu vois. Ouais. Donc, il était juste derrière moi dans le bus. J'ai rien dit, j'ai pas osé me retourner, quoi. Je pouvais rien lui dire. On l'a aussi eu sur le podcast et c'est vrai que il comprend pas non plus. C'est une blessure pour lui aussi de pas avoir joué cette Coupe du Monde. Ouais. Mais des fois, je peux pas sauter de joie et avoir le collègue derrière, quoi. Ça se fait. Ouais. Et tu arrives quand même à garder un bon souvenir de cette Coupe du Monde au final quand tu penses à la Coupe du Monde 86? Ouais, j'ai joué 2 matchs contre le Guatemala mais ça comptait pas comme sélection. Oui, c'est Ouais, les 3 mi-temps de 30 minutes, c'est ça? Oui, c'était bien parce que moi j'ai joué la 3e mi-temps, tu vois? Et les autres joueurs étaient Pour rentrés au l'ancien but. rugueux, c'était parfait. Ouais, et les autres joueurs étaient déjà partis à l'hôtel, quoi. Hein, ils avaient pas Ah, regardé la 3e mi-temps, parce que la 3e ouais. mi-temps, c'était les chauffeurs de taxi qui jouaient, hein. Non, bah, on a mis une vidéo de ce match. Il y a quelques buts assez incroyables qui ont été marqués lors de ce match-là. Et vous jouiez en rouge d'ailleurs. L'équipe de France jouait en rouge, ce qui arrivait pas très souvent Ouais.
Ouais. Ouais, donc plus sérieusement, tu en gardes un souvenir quand même positif malgré tout? Oui, complètement. Mais tu parles en règle générale ou il y Ouais, avait ouais, En pas règle générale. bon, en règle générale, attends, moi j'étais je et pour un et c'est pas mal pour un joueur de rugby, hein, d'avoir fait, plusieurs championnats d'Europe et d'avoir fait 3 coupes du monde, hein, tu vois? J'en ai fait une en 86, j'en ai fait une avec Aimé Jacquet et puis j'en avais fait une avec les filles, avec les hein, filles, ouais. donc tu sais, à Saint-Jean-de-Luz, ici, personne n'a fait 3 coupes du monde, hein. Personne n'en De a fait une surf, Comme seule. je de dis à mon surf é peut-être, hein, Philippe. De surf, on sait jamais. comme je dis à mon épouse, je peux partir tranquille maintenant, hein. Ouais, le plus tard possible, hein, pour reprendre les mots Ouais, mais de Jean-Michel Larquet. ça aurait été une très, très belle vie, quoi. Tu te Ouais. rends compte, je remplace un gardien de but, voilà, quoi. J'ai vu j'ai visité des pays dans le monde, Russie, presque tous les pays, quoi. C'était extraordinaire. C'est extraordinaire ce que j'ai vécu. Ce que m'a amené le football, ce qui m'a amené le football. Et est-ce que tu es croyant? Tu crois au concept de la bonne étoile? Parce que quand on se penche sur le début de ta carrière, il y a quand même un petit côté mystique, quasiment. Je pense que chaque personne a à un moment une porte qui s'ouvre. Après, je pense qu'il faut s'y engouffrer, hein, mais bon, je me suis engouffré, mais bon, j'ai bossé, quoi. J'ai bossé. Ouais, je me souviens les séances d'entraînement jusqu'à vomir, quoi. Quand, je faisais des entraînements à Lille, Lille, il n'y avait pas de terrain d'entraînement, donc c'était un stabilisé, voilà, j'avais, les hanches en sang, quoi. Hein, je pouvais Et pas les couper, pizzas, ouais, comme disait, ouais, donc voilà, quoi. Tu vois, OK. Est-ce qu'il y a une question En ou fait, quelque chose dont tu aurais voulu qu'on parle, qu'on n'a pas évoqué? bah, j'ai dit non, parce que moi j'étais surpris, parce qu'il y avait il y avait des choses que j'allais zapper, quoi. Voilà, donc après, j'ai mis du temps à vous répondre parce que bon, Non, c'était très bien. j'ai beaucoup de mal à me Oui. livrer, tu vois? Oui, mais je suis Non, une content de fois pas que avoir après de pas avoir abandonné, ouais, parce que c'était ouais, mon non, mais dernier tu sais, email. ouais, mais c'était le dernier et ouais. ce que j'ai apprécié, c'est que, à la fin de ton email, tu m'as mis, que tu ne voulais pas m'embêter et que si tu pouvais me le dire, quoi, tu vois? Ou un truc comme Mmh. ça, je sais pas comment tu as Ouais. tourné Ouais, le j'ai truc. dit: «Si vous voulez que je vous laisse tranquille, vous me le dites et je vous laisse tranquille, Voilà, c'est même ça. si ça me fera de la peine», mais Ouais, non, mais je me suis dit, excuse-moi le terme, arrête tes bêtises, Philippe. C'est des mecs Ouais. bien. bon, bah, Ah, c'est merci. gentil. Merci Philippe, c'est vrai. En tout cas, c'était un super moment, hein. J'avoue que ça faisait Ouais. longtemps que tu étais sur notre liste, que c'est un très, très, très grand plaisir. Pas seulement parce que tu fais 1,91 m, hein, mais non, c'est, On a vraiment beaucoup apprécié, Philippe, cet entretien et toutes les anecdotes que tu as pu aussi nous distiller. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'écouter et à revenir avec toi sur tes souvenirs. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et puis moi, ça m'a permis aussi tu sais, quand je parle, quand tu poses des questions ou que tu me demandes, de répondre, j'ai les images qui reviennent, quoi, tu vois? J'ai mes images qui reviennent, quoi, quand tu parles de la coupe du monde, de ceci, de cela ou de Benzema ou bien je le revois, quoi, tu vois? Donc merci de m'avoir fait revivre ça, quoi. bah, C'est un c'était plaisir. un énorme plaisir. Ouais, très Donc bien, voilà. hein. Et est-ce que tu viens à la coupe du monde tu viens aux États-Unis pour la coupe du monde ou tu restes sur Non, je place? pense pas, non, je pense Non? pas, je sais pas, non, je vais pas venir, je suis pas invité, hein. Tiens, Ah, le temps passe, hein. ouais. Tout passe. J'ai l'impression que la fédé n'est pas une très bonne mémoire de ses C'est pas très serviteurs. forte, dans la mémoire. Ouais, mais bon, écoute, je suis bien chez moi aussi, tu vois? Et dans mon Pays basque. Je leur souhaite tout le bien, Voilà. Ouais, c'est s'il fou. faut. Alors dernière question, est-ce que la France va gagner la coupe du monde? Je pense qu'avec l'équipe qu'il a là, avec ceux que j'ai vus hier, ils seront pas loin. Ouais. Ils seront pas très loin. Et Zidane sélectionneur, à ton avis, ce sera une bonne pioche? Ce sera dur pour lui, Ah bon? parce que Didier Après Deschamps? a fait ouais, parce qu'après Deschamps, ouais. 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 OK. Et Bon, donc bah, j'allais merci dire, beaucoup en tout cas, merci beaucoup Philippe. Philippe. Si tu viens à New Très bonne York, soirée. je te dois un bon resto, hein, pour te Ouais. remercier de tout ce temps, Voilà. que tu as passé. Je sais que tu passais un peu de temps en Amérique du Nord, mais si tu passes par New York, avec grand plaisir, hein. Ouais. Pareil, toi, si vous venez au Pays basque, t'appelles, hein. Avec On ira grand Moi, plaisir. j'y suis on va dans un manger an pour un mariage. Donc, des chipirons et des anchois. ouais. D'accord, parfait. Merci Philippe et merci Merci à beaucoup. madame Merci. Bergerot, hein, de l'aide Ouais. technique. La technique, elle sera Merci créditée. beaucoup à vous. Philippe, ta femme sera Merci. créditée évidemment pour la technique, dans l'épisode évidemment. Ouais. Merci Merci Philippe, beaucoup. à très Au bientôt. revoir. Très bonne journée, au revoir.
C'est la fin de cette deuxième partie avec Philippe Bergerot. On espère que vous avez passé un excellent moment en sa et en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est les Tartan Rascals avec Looking at You. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace pour continuer à aider le podcast des légendes à grandir et pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas aussi à laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou même sur notre site web. La plus belle d'entre elles sera lue à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous voulez entendre votre message diffusé sur le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes, une centaine, ainsi que des articles dont ceux de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités, ou vous pouvez aussi aller sur notre Substack, on vient de le lancer, l'adresse est substack.lepodcastdeslégendes.com ou aller sur notre site web où vous aurez un lien direct pour y aller. Si vous voulez des scoops, des articles un peu fouillés, eh bien inscrivez-vous sur la newsletter ou sur le Substack ou allez directement sur notre site web, vous verrez, c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes. On se retrouve la semaine prochaine.